Et en fait, pour ce qui est des traitements médicamenteux, ce qui est probablement le plus différent en néphrologie et en dialyse d'autres disciplines, c'est le fait qu'on sait qu'on peut utiliser avec efficacité, parce que ça a été démontré, cette stratégie qui utilise l'échelle des 3 paliers pour les antalgiques décrite par l'OMS, parce qu'on sait que ça marche chez l'insuffisant rénal. Mais la difficulté, elle est ici. Et juste sans rentrer dans les détails, pour vous rappeler qu'un patient qui est dialysé, c'est un patient qui va pas seulement avoir des modifications de l'élimination urinaire du médicament, mais en fait, et je l'ai pas dit au début, mais en fait, tout ce que je vous raconte en ce moment a été très largement alimenté par le travail de notre équipe de pharmaciens d'ICAR pour tout ce qui est des aspects de pharmacologie. Et d'ailleurs, ce sont leurs diapositives. Et puis pour l'hypnose, dont je vais vous dire 1 ou 2 mots à la fin, par le travail d'Aurélie Huntas. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, en fait, ce que montrent les pharmaciens, c'est que, effectivement, dans l'insuffisance rénale dialysée, on a des anomalies à la fois de l'absorption des médicaments, qui, pour plein de raisons, l'absorption des médicaments est différente et parfois très insuffisante ou très variable suivant les produits et les patients. Le volume de distribution, on peut le comprendre aisément chez un patient qui va perdre 3 kilos en moins de 5 heures. On a un état d'hydratation qui est fluctuant avec la dialyse, évidemment. On a aussi l'altération des capacités rénales d'élimination du médicament. Et une chose que les gens connaissent moins, c'est que quand on a une altération de l'élimination urinaire d'un médicament, il y a aussi très souvent des modifications du métabolisme hépatique. Et sur cet aspect-là, on a une très médiocre visibilité de ce que ça change. Si vous ajoutez à ça qu'il y a excessivement peu d'études, enfin que pour beaucoup de médicaments, les études documentent par principe pas ce qui se passe chez l'insuffisant rénal. Si vous regardez dans le Vidal, la plupart des médicaments, on élimine la difficulté liée aux patients dialysés en disant que c'est non conseillé ou qu'il faut faire attention ou qu'il faut être prudent, ce qui veut strictement rien dire et ce qui a justifié il y a 10 ans la création de l'unité ICAR dans notre service avec des pharmaciens qui travaillent exclusivement sur ce sujet pour aller piocher dans la littérature produite souvent a posteriori de la mise sur le marché des médicaments, des informations pour vous aider dans la prescription des médicaments chez insuffisant rénal. Donc quand on sait que l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination sont altérés, on va avoir des modifications des concentrations plasmatiques avec un risque majeur chez l'insuffisant rénal et chez le dialysé qui est le surdosage. Alors si on va rapidement, alors moi je ne suis pas une experte spécialement des médicaments antalgiques, mais si on va balayer un petit peu le champ des médicaments qu'on peut utiliser, le paracétamol par exemple, on sait qu'on peut l'utiliser, mais on va quand même se méfier d'une augmentation de l'exposition aux métabolites du paracétamol. En fonction de la dégradation de la fonction rénale, on va avoir à adapter les doses. Donc ça c'est vraiment très important. Les AINS, je pense que ça c'est une information qui est quand même largement connue. Pour tous les stades d'insuffisance rénale avant la dialyse, les néphrologues ont l'habitude de contre-indiquer ou d'être très prudents avec le maniement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont très probablement parmi les médicaments les plus fréquemment pris par des gens âgés, donc à risque d'insuffisance rénale, et les plus néphrotoxiques. Ils sont néphrotoxiques par plein de moyens, on va dire. Ils ont un effet hémodynamique, peuvent donner des néphropathies immunoallergiques, ils peuvent donner des glomérulopathies, ils favorisent l'hyperkaliémie, et depuis 25 ans, on sait qu'ils favorisent la rétention hydrosodée et même les accidents cardiovasculaires, AVC, infarctus. Donc vraiment, chez l'insuffisant rénal, il faut vraiment se méfier. Alors si on ajoute à ça les troubles de l'hémostase primaire qui peuvent être liés à augmenter le risque de saignement, à éviter. Pour ce qui est de la codéine qui est utilisée souvent avec le paracétamol, indépendamment du fait que l'efficacité est variable en raison de polymorphisme génétique, le problème qu'on va rencontrer dans l'insuffisance rénale, c'est le fait qu'on a de nombreux métabolites qui peuvent être plus ou moins actifs. Et en fait, la problématique est souvent là. C'est souvent pas le médicament Princeps qui va être éliminé et qui pose un problème, mais ce sont parfois les métabolites qui vont s'accumuler et qui vont poser un problème chez l'insuffisant rénal. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces courbes, mais pour le coup, sur la codéine, on a un certain nombre d'études qui nous montrent des profils pharmacocinétiques, y compris pour la drogue primitive, la drogue mère, et puis les métabolites, pour vous montrer juste que parfois ça monte, parfois ça descend suivant les métabolites, qu'on a une accumulation ou pas, et qu'en fait on a assez peu de moyens de savoir chez un patient donné ce qui va se passer.
tout en sachant que pour certains médicaments ou métabolites, on l'a vu tout à l'heure, il y a parfois une élimination préférentielle pendant la dialyse, ce qui fait que les patients sont moins bien calmés pendant la dialyse, paradoxalement, par élimination du médicament. Le tramadol, c'est un médicament qui a un métabolisme hépatique. Vous voyez que dans l'insuffisance rénale, il y a aussi une accumulation de la molécule et son métabolite de type M1 et qu'il va falloir l'adapter. C'est un médicament qui est peu éliminé par la méthode de dialyse. On va adapter la dose et éviter les formes LP du tramadol qui est quand même relativement utilisé en néphrologie parce qu'il faut bien utiliser quelque chose. Alors la morphine, indépendamment de ses effets secondaires classiques, ce qui est absolument gênant chez l'insuffisant rénal, c'est l'accumulation. Régulièrement, quand on a des nouveaux internes qui manient la morphine chez nos patients dialysés, on les retrouve passablement endormis, enfin pas les internes, mais les patients, et enfin des fois les internes aussi, mais et c'est un vrai problème, et c'est un problème, et c'est là où je dis qu'on a un problème de formation, parce que en fait, ils peuvent pas le croire qu'il faut pas utiliser la morphine chez le dialysé, parce qu'on met les gens dans le coma. Mais moi, depuis 20 ans, j'en ai vu un paquet des patients chez qui on a des accidents vraiment toxiques, d'accumulation. Donc c'est vraiment difficile à utiliser parce que même si on adapte les doses, il faut certainement prendre son temps, prendre le temps d'avoir plusieurs prises du traitement pour voir comment ça s'accumule et comment on peut arriver à trouver une dose efficace mais non toxique. Le fentanyl est finalement une drogue qu'on utilise, alors je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé ailleurs, mais que finalement on peut utiliser dans l'insuffisance rénale parce que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de présentations qui sont assez faciles à utiliser chez nos patients et que finalement c'est relativement bien toléré dans l'insuffisance rénale chronique. L'hydromorphone aussi, dans les paliers 3. Il n'y a pas d'altération du profil pharmacocinétique pendant la séance de dialyse. Alors il y a quand même l'accumulation de certains métabolites et ça fait partie des médicaments qui sont éliminés pendant la séance, en tout cas pour certains des métabolites, ce qui conduit parfois à une intensité douloureuse accrue pendant les séances. Reste dans les paliers 3 des médicaments comme la buprenorphine. Vous voyez que tous ces médicaments, même s'ils sont métabolisés par le foie, ils ont parfois des métabolites qui sont éliminés par le rein. Donc en fait, on est vraiment dans des situations complexes et il faut vraiment mettre son nez d'un petit peu près dans le métabolisme des médicaments pour comprendre comment ça se passe chez l'insuffisant rénal. C'est un médicament donc qui n'est pas influencé donc par l'insuffisance rénale et qui peut être aussi utilisé, ainsi que la méthadone, mais comme apparemment il n'y a pas d'AMM en France pour les douleurs, sauf si quelqu'un a une autre information, on l'utilise peu. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, vu la complexité du sujet, et comme je vous l'ai dit, on n'est pas très bon dans la gestion de la douleur, je pense qu'on utilise assez peu les médicaments de palier 3 en néphrologie et en dialyse, même quand c'est nécessaire, parce qu'on n'a pas énormément l'habitude de les manier. Donc on peut aussi utiliser l'oxycodone, mais on n'a pas d'études chez le dialysé, vous voyez. Il est contre-indiqué en dessous de 60, alors c'est souvent ce qu'on a dans la littérature. Et si le service ICAR n'a pas trouvé de documentation spécifique faite chez l'insuffisant rénal en dehors des données de l'AMM, des données du RCP, on a finalement peu d'informations. Ce qu'on sait ici, c'est que la demi-vie de la molécule mère est augmentée quand même et qu'il y a une accumulation de métabolites. Donc attention, évidemment, au risque de dépression respiratoire. Ça fait partie des molécules qui peuvent poser problème dans l'insuffisance rénale. Donc vous voyez que finalement, sur l'échelle des 3 paliers, on va rester sur des choses simples avec le paracétamol. En palier 2, on utilise assez fréquemment le tramadol. Et puis en palier 3, on peut utiliser différentes molécules, mais encore une fois qu'on a, en tout cas moi et je pense beaucoup de néphrologues, assez peu l'habitude de manier en pratique. En fait, on utilise beaucoup l'acupan. Assez souvent l'acupan, parce que c'est un médicament qui n'a pas de modification de son profil pharmacocinétique dans les stades 4 et 5 de l'insuffisance rénale, et qu'il n'y a pas trop d'adaptation posologique. Donc c'est un médicament qui est assez utilisé. Pour ce qui est des douleurs neuropathiques, on va utiliser la prégabaline par exemple, qui doit s'adapter, ou la gabapentine, et c'est principalement ce qu'on utilise en néphrologie. Alors il y a des équipes qui ont beaucoup plus travaillé que nous sur le plan pratique sur la gestion de la douleur, notamment le centre hospitalier de La Rochelle,
Donc vous trouverez, je vous ai mis ça parce que je pense que les diapos seront en ligne et que c'est un tableau récapitulatif détaillé qui a été conçu en fait par l'équipe donc de Géraldine de Montgazon, l'équipe de notre collègue disparu d'ailleurs, le docteur Lemao, à La Rochelle. Ils ont énormément travaillé sur ce sujet. Ils ont mis en service dans leur unité ce type de référentiel. Et ils ont fait une étude qui montre qu'il y a une meilleure prise en charge de la douleur des patients si on a sous la main ce genre de document, en particulier pour les jeunes médecins ou les médecins qui ne sont pas très familiers avec le maniement des antalgiques chez le dialysé. Alors pour finir, je vais vous dire quelques mots de méthodes non médicamenteuses. On a un petit peu travaillé avec Aurélie Huntas, qui est psychologue et qui s'intéresse beaucoup à la néphrologie et qui connaît très bien l'hypnose, essentiellement parce qu'on voulait monter un essai randomisé pour comparer un certain nombre d'interventions comme l'hypnose à la méditation de pleine conscience en dialyse. Pour l'instant, on n'a pas été financé et on ne désespère pas de l'être un jour. En tout cas, l'hypnose est un sujet qui est, ça vous le savez, très largement utilisé dans le champ de la santé pour différentes indications. Et je ne vais pas vous détailler comment ça marche, ni vraiment comment il faut s'en servir, parce que je suis incompétente parfaitement sur ce sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de centres de dialyse qui utilisent l'hypnose, soit pour des actes douloureux comme la ponction de fistule artério-veineuse, ou pour travailler avec les patients sur les malaises en fin de dialyse. Et on pourrait même imaginer d'utiliser aussi ces stratégies pour la ponction biopsie rénale, qui est quand même un acte dont les patients se plaignent toujours, qui est douloureux, la pose de cathéter, la création, la reprise d'un abord vasculaire. Donc en fait, ce sont des stratégies dans lesquelles le frein majeur est d'avoir des gens formés, évidemment, et soit, en général, d'expérience, soit vous avez des gens dans une équipe qui sont formés dans une équipe de dialyse et qui mettent leur formation et leurs compétences au service de l'unité de dialyse, soit c'est plus compliqué. Mais il faut bien reconnaître que dans beaucoup de centres de dialyse, alors l'exemple de La Rochelle est très particulier, ils ont formé une centaine de personnes dans leur unité en l'espace de plusieurs années. Tout le monde n'a évidemment pas investi autant dans cette technique, mais il y a quand même pas mal de centres qui disposent de professionnels formés. Pour finir sur la méditation de pleine conscience, c'est certainement une méthode qui est, on va dire, sans doute moins répandue aujourd'hui dans le champ de la santé hors santé mentale, puisqu'en fait, en France et en Europe, ces méthodes sont de plus en plus utilisées dans la prévention de la dépression. Ça commence à bouger beaucoup dans l'hôpital et autour d'un travail sur la gestion du stress, la douleur, les troubles du sommeil pour des patients qui ont des maladies chroniques. En fait, il s'agit d'adaptation de pratiques méditatives ancestrales, mais dans une version laïque, sans rituel, sans référence à des spiritualités qui permettent évidemment à la fois de l'utiliser dans un contexte de santé, un contexte hospitalier, et que ça reste ouvert à la plupart des personnes, sans avoir à faire de choix spirituels ou religieux, bien entendu. On va pas il y a un certain nombre d'articles et d'études qui documentent l'intérêt sur les douleurs chroniques, mais aussi sur la souffrance associée à la douleur chronique, qui montrent l'intérêt dans l'asthénie, notamment des études dans le cancer, dans des douleurs chroniques comme les fibromyalgies, les lombalgies. Il faut bien reconnaître que le niveau de preuve et le nombre d'études est encore très largement insuffisant, mais très probablement parce que pour ces méthodes qui ne sont pas des médicaments, on a besoin d'avoir des méthodologies d'expérimentation qui sont différentes de l'essai randomisé contre placebo. Parce que bien entendu, vous imaginez qu'on ne peut pas randomiser des patients pour faire de la méditation et encore moins leur proposer un placebo. Donc en fait, on a des stratégies méthodologiques qui doivent évoluer pour qu'on puisse arriver à avoir des essais qui puissent mettre en valeur l'intérêt, les contre-indications, éventuellement tout ce qui peut, les données dont on a besoin pour renforcer l'intérêt de ce type de stratégie.